Nous allons continuer la séance d'aujourd'hui en parlant de pavage apériodique. Donc, on va abandonner partiellement la propriété de la périodicité qu'on a un peu étudiée dans les images précédentes. Alors, apériodique, donc, ce sont des pavages qui n'ont pas la propriété de la périodicité. Et, quelle que soit en fait la taille de la, de l'image qu'on regarde. Donc, je rappelle qu'un pavage est théoriquement quelque chose qui s'étale à l'infini sur un plan. Et bien, quelle que soit la taille de l'objet qu'on regarde, on ne retrouve pas cette périodicité dans un pavage apériodique. Évidemment, les, les buts, en tout cas l'intérêt de l'étude est celui de se donner un pavage apériodique avec un nombre minimal de tuiles. On revient sur la question initiale du puzzle. Si on prend un puzzle, c'est apériodique, il n'a aucune périodicité, mais il est composé avec un nombre de tuiles qui est aussi grand, en tout cas dont la numérosité est aussi grande ou est proportionnelle à la surface qu'on doit couvrir. Donc il faut faire autant de tuiles que nécessaire pour générer la périodicité propre du puzzle. Alors ce qu'on veut, au contraire, c'est être capable de générer cette apériodicité, donc de ne pas générer cette répétition, cette sorte de monotonie qui est propre de la périodicité, mais tout en gardant un nombre limité de tuiles. Alors, on a besoin d'introduire quelques concepts supplémentaires pour comprendre cette idée. Et le premier concept supplémentaire est celui des motifs. Un motif est un ensemble de tuiles. Donc, on a vu, par exemple, dans les images précédentes, des tuiles se répétaient. On aurait pu les agréger, prendre des ensembles de tuiles, de 3 à 3, 4 à 4, et observer donc des motifs. Donc, on va regarder ce concept de motifs, comment il va s'appliquer dans la suite. Alors, on appelle un pavage récurrent un pavage dans lequel on observe une répétition des motifs, mais il faut prendre des zones suffisamment grandes. Donc, vous voyez la périodicité est une propriété dans laquelle on observe systématiquement la répétition des motifs, à quelle que soit la taille du motif lui-même. Il suffit de se déplacer d'une période pour le retrouver. La récurrence, donc un pavage se dit récurrent lorsque il n'est pas périodique. Par contre, on retrouve des motifs à des distances données à condition de s'éloigner suffisamment pour retrouver ces motifs-là. Donc, de quelque manière, les motifs se répètent, mais leur répétition devient plus rare, pour ainsi dire, que dans un pavage périodique. Évidemment, dans un pavage apériodique, cette propriété de retrouver des motifs, la propriété de récurrence n'est pas forcément présente. Et alors, un type très particulier des pavages récurrents, c'est les pavages qu'on appelle quasi-périodiques. Donc, ils sont encore plus forts d'une quelque manière dans leur presque périodicité ou quasi-périodicité que les pavages récurrents. Donc, il y a en effet des motifs. Il y a la récurrence, donc les motifs se répètent à condition de prendre une zone suffisamment grande. Et il y a encore une autre propriété, et c'est que la taille de la zone qu'il faut prendre en compte afin de retrouver un motif dépend de la taille du motif. Donc si je prends un motif de 3 tuiles, je le retrouve dans des zones d'une certaine dimension. Si je prends un motif de 30 tuiles, je le retrouve encore, mais dans des zones de dimension plus grande. Et il est certain que ceci se produise. Donc il existe toujours une taille suffisamment grande de ces surfaces à prendre en compte euh, pour retrouver un motif quand on en a choisi un. Donc, quels que soient les motifs que j'ai choisis, je peux les retrouver à condition de m'éloigner suffisamment de la surface et d'observer la surface de manière à inclure en fait dans mon observation un nombre suffisamment grand de tuiles pour observer cette récurrence. Donc c'est une propriété assez magique d'une quelque manière et vous allez un peu la voir à l'écran très bientôt. Alors voici quelque chose qui a l'air d'être totalement apériodique, donc un pavage qui est réalisé par une tuile très simple qui est la même tuile carrée avec blanche avec un angle noir et en plaçant cette tuile n'importe comment, je peux générer en fait une sorte de apériodicité. Eh bien, il y a par contre ici la possibilité de faire tourner toutes les tuiles pour obtenir quelque chose de périodique. Donc c'est une sorte de fausse apériodicité. C'est pas à ça qu'on pense quand on veut réaliser un pavage apériodique. Donc tous les pavages apériodiques ne se réduisent pas à un pavage apériodique par la simple rotation ou éventuellement réflexion des tuiles. Et évidemment, il est
comment dire, les pavages apériodiques pour lesquels cette propriété n'est pas présente ont l'air d'être plus intéressants. En tout cas, ils sont plus complexes. Donc, c'est plus intéressant de les étudier. Alors, on appelle apériodique par translation un type particulier de pavage apériodique. Ce sont des pavages qui ne peuvent pas être obtenus par simple rotation ou réflexion à partir d'un pavage périodique. Donc, les pavages pour lesquels la propriété qui est ici n'est pas valable. Alors, la recherche de ces pavages apériodiques était un problème longuement étudié par les géomètres, par les mathématiciens, et il est intéressant de constater qu'une première solution comportait plus que 20 000 tuiles, a été proposée en 1964, et seulement une dizaine d'années plus tard, Penrose a produit les premières solutions à quelques tuiles, et aujourd'hui, toujours grâce à Penrose, on connaît des solutions avec un ou deux tuiles euh, qui permettent de générer cette apériodicité par transaction. Alors, voilà une méthode de production de pavage apériodique par transaction. Si vous voulez aller sur le web, vous pouvez regarder les pages de Frédéric Montpiou, vous pouvez chercher son nom, vous trouverez des pages très intéressantes sur cette méthode de construction de pavage apériodique. Donc, ça s'appelle la méthode de la grille duale. Et en fait, elle consiste à propager d'une quelque manière, on pourrait dire, à partir d'un polygone régulier, propager par un principe donc constructif la grille en question. Donc ça, c'est, je dirais, on ne va pas forcément rentrer dans le détail de toutes les méthodes constructives, mais c'est important que vous voyez un peu votre imaginaire s'enrichir de ces images. Alors, une autre méthode de production de pavage apériodique est la méthode qu'on appelle de l'inflation. Donc voilà le principe. Imaginez la règle suivante. Chaque fois que j'ai une tuile de couleur homogène, jaune, je la transforme en une tuile comme dans le dessin ici, c'est-à-dire dans un ensemble. Donc ce passage-là, la tuile jaune est transformée dans une tuile qui se compose d'une tuile bleue, deux tuiles jaunes et une tuile rouge. Et ainsi de suite, chaque fois que j'ai une tuile bleue, je vais me donner une règle qui est celle de la transformer en deux tuiles bleues, une verte, une jaune. Et chaque fois que j'ai une tuile rouge, je vais la transformer en deux tuiles rouges, une verte et une jaune, dans le sens opposé. Et puis j'applique cette règle de manière inflationnelle. Donc je la répète autant que je veux. Et voilà, avec une règle aussi simple finalement, et des tuiles qui sont évidemment, vous voyez bien, ces tuiles, elles ont toutes de même forme, elles appartiennent à quatre couleurs différentes. Avec ces tuiles-là, donc on obtient des pavages qui ont cette caractéristique. Vous pouvez constater que vous identifiez des motifs. Ces motifs se répètent avec une certaine périodicité, mais le pavage en lui-même, il n'a aucune périodicité. Encore un autre exemple de méthode d'inflation avec la règle qui dit chaque fois que j'ai un carré, je le transforme en cet ensemble de figures. Chaque fois que j'ai une losange, je la transforme dans cet ensemble de figures. J'applique ces principes à partir de cette image et j'obtiens ce pavage qui a encore une fois cette propriété de vous montrer des motifs qui se répètent de manière régulière, mais qui n'a pas par contre la propriété de la périodicité. Voilà d'autres exemples d'un pavage obtenu par la règle de l'inflation. Alors, les pavages de Penrose ont, par rapport au précédent, encore une caractéristique en plus. En fait, ils sont obtenus par un nombre limité de tuiles. Ce qui n'est pas, enfin, dans le cas précédent, si vous voulez, la règle n'était pas une règle d'assemblage de tuiles, mais c'était une règle d'inflation. Donc, on découpait des surfaces pour obtenir des sous-surfaces, ainsi de suite, pour un nombre de parts aussi grand qu'on voulait, alors que le principe de pavage de Penrose est celui d'assembler un nombre limité de tuiles. Alors, ce que vous voyez au tableau, ce sont deux images dont la distance épocale est assez impressionnante. Donc, à gauche, vous avez un Coran, la couverture d'un Coran euh, de la, euh, du règne des Cordoue, ou en tout cas de l'Espagne islamique.
Et à droite, vous avez l'image au microscope électronique d'un quasi-cristal qui est un objet physique, un matériau particulier. Et les deux ont une énorme similitude à propos de la géométrie. Ils ont cette capacité de générer une symétrie de 360 degrés divisé par 5. Donc la fameuse symétrie d'ordre 5 qu'on n'avait pas retrouvée dans l'analyse des pavages qu'on avait fait initialement et qu'on retrouve par ce concept de quasi-cristal. C'est un concept qui a donné lieu à un prix Nobel pour la personne qui a su identifier un quasi-cristal dans la nature et qui est un concept qui était connu par les décorateurs, par les géomètres arabes au Moyen Âge, comme les décorations de l'Alhambra et aussi en particulier ces couvertures des Corans démontrent. Alors vous pouvez constater que vous avez une base, les bases d'un décagone, donc une base 10, à partir de laquelle vous retrouvez des pentagones. Et ces pentagones arrivent d'une quelque manière à couvrir les plans d'une manière qui n'est pas périodique, ça ce n'est pas possible, on a déjà vu, mais qui est quasi périodique. Et la même chose se produit ici. Mais on va rentrer un peu plus en détail et regarder les différents pavages qui ont été proposés par Penrose. Ici, le premier qu'on va regarder est un pavage qui se compose de 4 figures différentes, des pentagones, des losanges, des pentagrammes et des portions de pentagrammes. Et vous pouvez constater que ces pavages génèrent des motifs, par exemple ici l'étoile qu'on va retrouver, à condition de se placer suffisamment loin, vous voyez de manière assez régulière l'étoile réapparaître, même si parfois elle est simplement transdatée, parfois elle est tournée aussi, et ainsi de suite. Vous pouvez identifier n'importe quel jeu de, de motifs, vous pouvez identifier n'importe quel motif, retrouver le retrouver un peu plus loin. Deuxième pavage de Penrose, très connu, c'est celui qu'on appelle cerf-volant et fléchette. Il est obtenu à partir d'un seul losange, une losange particulière dans laquelle vous avez ici le rapport d'or entre le, le, la diagonale et la partie diagonale qu'on découpe. Donc cet angle est un angle de 72 degrés, ceci est un angle de 36 degrés, ce qui permet de retrouver en fait les angles qui sont caractéristiques du pentagone. Et bien si on découpe une losange comme suit, après on se donne une règle d'assemblage qui est un peu synthétisée dans cette image-là, on retrouve systématiquement des pavages qui sont des pavages quasi périodiques. Donc, vous voyez ce qui est intéressant de la des tuiles de Penrose, c'est que la tuile en elle-même, elle contient la règle constructive. Donc la règle est la suivante, on n'a pas le droit d'assembler à nouveau le losange qui est là. Donc en fait, on s'interdit de le remonter. Alors cette énorme orthèse qu'on voit ici représente un peu ces interdictions. Et voilà les types, un pavage de Penrose type obtenu. À partir de ce système de cerf-volant fléchette, vous pouvez constater cette règle du retour du motif. Vous choisissez un motif et vous le retrouvez à condition de se placer suffisamment loin. Et vous pouvez prendre de méga motifs, par exemple, évidemment, un motif est cette espèce d'étoile qui se répète assez manifestement, mais un motif est aussi la composition de cette espèce de composition à 5 pattes dans lequel on a une toile centrale et 5 toiles autour, eh bien ces motifs-là, vous le retrouverez, par exemple, vous retrouvez ici, et ainsi de suite. Et vous pouvez vous amuser à prendre des motifs de plus grande dimension, et à condition de zoomer ou dézoomer, donc d'aller à la taille nécessaire, vous retrouverez les motifs qui se répètent. Par contre, évidemment, les pavages n'ont aucune périodicité dans le sens strict du terme, il est apériodique. Le troisième type de pavage de Penrose que je vous présente, c'est obtenu par 2 losanges, qu'on appelle losange large et losange fine. Et les angles, c'est toujours des angles de 72 degrés, l'angle caractéristique du système, 72 et 36. Et encore une fois, il y a une règle d'assemblage qui fait que elle est représentée dans ce dessin par le fait qu'il faut placer les flèches de manière à qu'elles soient concordes. Voilà donc comment
ces pavages se construisent et voilà le type de, d'objets qu'on obtient. À nouveau, vous reconnaissez des motifs que vous retrouvez avec cette règle qui est propre des quasi-cristaux, des pavages quasi-périodiques. Voilà d'autres pavages de penrose. Évidemment, le jeu des couleurs permet éventuellement de produire de la complexité au sein du même système. Alors, cette image est une digression sur le concept d'espace qui permet d'introduire les espaces non euclidiens. Il est néanmoins, c'est une digression qui est trop longue compte tenu des différents problèmes que nous avons avec les confinements et la durée des cours en ligne et la charge de travail que vous avez. Je vais donc l'éviter, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette réflexion. Les slides sont placés de toute façon sous Taiga, vous pourrez la regarder par vous-même si vous en avez envie. Et vous pouvez éventuellement me solliciter sur le blog pour que je puisse vous l'expliquer. Dans ce cas, je ferai une vidéo à part. Le but de cette réflexion est de montrer comment dans la philosophie de la nature, entre la Grèce ancienne et aujourd'hui, le concept d'espace a pu évoluer et comment ce concept d'espace a entraîné d'une quelque manière la géométrie, ou il a été entraîné par la géométrie dont on disposait, avec la géométrie euclidienne qui est donc restée sous le trône de la géométrie pendant plusieurs siècles, jusqu'à arriver au questionnement du 19e et parvenir à la connaissance, voilà, au concept d'espace que nous avons aujourd'hui, qui est beaucoup plus complexe que celui de la Grèce ancienne, qui est celui de la géométrie euclidienne classique, et qu'on peut synthétiser avec finalement très peu de mots, mais en fait sans doute qui cachent sans doute des grandes difficultés conceptuelles. Et c'est que, comme vous savez, depuis la relativité, l'espace est quelque chose qui dépend de de la vitesse par laquelle on se déplace et de la masse des corps qui sont présents dans cet espace. Et donc, je répète, un concept beaucoup plus complexe de celui d'espace absolu qu'on a tenu pendant des siècles. Euh, c'est à partir de cette réflexion sur l'espace, ou plutôt de la volonté de vérifier expérimentalement si effectivement l'espace dans lequel on vit est l'espace euclidien, que les géomètres et et les physiciens du 19e siècle ont commencé à faire des expériences pour sonder en fait la vraie nature de l'espace. Ces expériences ont été aussi initiées ou sollicitées par les observations de la vitesse de la lumière, en général de la vitesse des phénomènes physiques, la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques, qui a commencé à poser problème aux physiciens à partir de la moitié du 19e siècle et qui effectivement, comme je vous ai déjà dit, a donné lieu, ou comme vous savez déjà, sans doute, a donné lieu à la théorie de la relativité. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est qu'en effet, euh, la, ce qu'on peut synthétiser dans cette image, en effet, l'espace euclidien est un espace qu'on peut synthétiser un peu comme les plans euclidiens. Donc il a les propriétés du plan euclidien dans le sens que euh, ce qu'on a déjà vu, hein, si je trace une droite et je décide de prendre un point quelconque à l'extérieur de cette droite, il y aura une seule droite parallèle, c'est-à-dire une seule droite qui est contenue dans le même plan et qui ne touche pas la droite précédente. Or, cet espace, donc l'espace euclidien, il a, il a deux antagonistes, pour ainsi dire, qui sont dessinés ici, la selle et la sphère. Dans une selle,
il n'existe aucune droite qui passe par, par le point en question et qui, et qui est donc, si vous voulez, le concept de parallélisme qui était celui de l'espace euclidien, qui disait dans l'espace euclidien, il existe une seule droite parallèle, eh bien, ce concept-là se transforme dans l'espace euh, hyperbolique, qui est celui dessiné ici par la selle, dans lequel il n'y a aucune droite parallèle, et, pardon, dans lequel toutes les droites sont parallèles, donc il n'y a aucun point d'intersection, et dans l'espace qui est caractérisé par la surface sphérique, dans lequel toutes les droites contrastent, intersectent la droite précédente, et donc il n'y a aucune droite parallèle. Alors, ces images-là, donc, c'est ce qu'on appelle les espaces de Minkowski, et ils sont dus essentiellement aux mathématiciens dont vous voyez ici les noms, Carl Friedrich Gauss, Nikolai Lobachevsky et Hermann Minkowski, et ont été essentiellement synthétisés par Bernard Riemann à la fin du 19e siècle. Donc, cette petite digression sur l'espace pour dire qu'en fait, on peut s'intéresser à des pavages qui ne sont pas posés sur l'espace euclidien, mais qui sont posés sur des espaces non euclidiens. Pourquoi ceci est intéressant? Mais parce qu'en fait, ça nous introduit quelque chose qui nous sert, c'est le pavage de surface. Donc, un espace euclidien, quand on le passe, quand on transmet ses propriétés en surface, l'espace euclidien a les propriétés du plan. Et donc, les choses que nous avons étudiées sur les pavages nous permettent de couvrir des pavages plans, donc des pavés de surface plane. Mais les choses qu'on peut apprendre en pavant des espaces non euclidiens peuvent nous conduire à comprendre comment paver des surfaces courbes, que ce soit des surfaces à courbure gaussienne négative, comme l'espace qui est dessiné ici, ou à courbure gaussienne positive, comme c'est l'espace qui est tracé ici. Vous pourrez remarquer d'ailleurs qu'on parle de courbure gaussienne. Et je viens de citer le mathématicien Carl Friedrich Gauss, qui est justement l'inventeur du concept de courbure, et l'un des premiers qui a analysé la question de la nature de l'espace de notre expérience quotidienne. Donc voilà les espaces hyperboliques. Le premier, donc la selle, d'une quelque manière, introduit par Bolyai et Lobachevsky, qui permet de dire qu'en fait on peut trouver plusieurs droites parallèles à une droite donnée. Évidemment, le concept de droite, quand il s'agit des lignes qui sont immergées dans un espace courbe, est un concept particulier, donc on ne va pas rentrer dans ce type de détails, mais évidemment c'est bien ce qui se passe dans notre réalité physique, et d'ailleurs je vous invite à approfondir si vous voulez la question, est-ce qu'on vit dans un espace hyperbolique ou est-ce qu'on vit dans un espace elliptique? Je vous dis dès à présent, on ne vit pas dans un espace euclidien, donc en effet les doutes de Carl Friedrich Gauss étaient bien fondés, la preuve de la nature de l'espace dans lequel on vit a été obtenu beaucoup après sa mort, mais avec des méthodes qu'il avait envisagées pendant sa vie. Et donc, je vous laisse la question à répondre. Est-ce qu'on vit dans un espace hyperbolique ou dans un espace elliptique et comment on fait pour s'en rendre compte? En tout cas, dans un espace elliptique, à la différence d'un espace hyperbolique, toutes les droites se croisent et donc il n'y a pas de concept de droite parallèle. Alors voilà comment les pavages qu'on a caractérisés dans les plans par le nombre de côtés des polygones réguliers qui convergent à un même point, comment donc les pavages semi-réguliers se présentent dans un espace hyperbolique. Donc là c'est un pavage 4, 8, 10, vous pouvez constater que tous les sommets de ce pavage réunissent un carré, un octogone et un décagone. L'octogone il est là, pardon, un carré, un octogone et un décagone, voilà, comme ça. Ou comme ça, si vous voulez, c'est pareil. Et, et, ceci est donc n'est possible que parce qu'on a un espace courbe, il n'est pas possible de générer un pavage 4, 8, 10 qui couvre le plan.
L'image que vous voyez ici est une projection sur le plan d'un pavage qui serait semi-régulier, mais posé sur une surface hyperbolique. Ici, c'est un autre pavage qui a la même propriété, le 3, 3, 3, 3, 7, encore un autre, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup plus, en fait, de pavages qui couvrent avec cette propriété la surface hyperbolique de ceux qu'on avait observés dans la surface plane. Et, et il existe des processus qui permettent de passer d'un pavage à un autre. Un processus caractéristique de ce type de transformation est l'érosion, qui consiste à partir d'un pavage donné. Ici, le pavage initial est dessiné en ligne rouge, et ensuite s'éloigner en fait des sommets par des droites et obtenir donc ainsi des pavages qui sont les précédents mais érodés. Et voilà aussi d'autres systèmes de pavage de l'espace hyperbolique comparé. Alors ces pavages-là ont été très exploités par Escher, qui a fourni un certain nombre de dessins qui sont exactement des élaborations artistiques sur ces concepts de pavage de l'espace hyperbolique. Donc voilà, ceci pour parvenir à conclusion, à vous énumérer les familles de pavages que nous avons vues. Ces cours avaient l'objectif de vous montrer ces diversités de concepts géométriques, de vous inciter à approfondir éventuellement, comme un peu tous les cours de cette matière de la morphologie. Et voilà, donc je fais la liste à nouveau. Nous avons vu les pavages euclidiens, nous avons vu les pavages non euclidiens. Les pavages euclidiens sont ceux qui s'appuient sur les plans euclidiens, les plans pour lesquels vaut le cinquième axiome d'Euclide, donc la géométrie pour laquelle vaut le cinquième axiome d'Euclide. Il nous permet de couvrir le plan. Il ne nous permet pas directement de couvrir les surfaces courbes. Et puis nous avons vu les pavages non euclidiens, que eux, ils s'appuient sur une surface curviligne, donc une surface à courbe gaussienne positive ou négative, et ils nous permettent de couvrir effectivement des surfaces courbes, donc ils nous intéressent davantage, mais il est intéressant de voir que ces pavages-là sont obtenus par les mêmes propriétés qu'on avait énumérées et énoncées pour les pavages euclidiens, donc en prenant la propriété et en l'appliquant, je dirais avec un raisonnement purement mathématique, sur l'espace de nouvelle nature qui est l'espace non euclidien qu'on examine. Bon, limitons donc nous à regarder les pavages de l'espace du plan euclidien parce que finalement il contient toutes les informations dont nous avons besoin pour passer ensuite au non euclidien. Les pavages euclidiens, on les a partagés en pavages périodiques, apériodiques et quasi-périodiques. Donc les premiers, les périodiques, ont des propriétés très rigoureuses, donc on les a analysés avec une rigueur décroissante. Les plus rigoureux, c'est ceux qui demandent le plus de propriétés à leur tuilage, sont les pavages périodiques réguliers. La propriété est qu'ils soient composés seulement d'un seul type de polygone régulier. Les pavages périodiques réguliers du plan, on n'a que 3, et ce sont les pavages de symétrie 3, 4 et 6. Ensuite, on analysait les pavages périodiques semi-réguliers dans lesquels on a relâché la propriété d'avoir un seul type de tuile. On peut se donner autant de tuiles qu'on veut à condition de se donner un seul type de nœud. Les nœuds sont tous les mêmes et ils voient donc la même suite de polygones autour d'eux. Ces pavages, on les appelle périodiques semi-réguliers. Vous pouvez constater la qualité constructive de ces propriétés. La première propriété, celle des pavages périodiques réguliers, est celle qui me permet de produire un seul type de tuile pour tout faire, notamment de produire un seul type de barre et un seul type de nœud pour construire un réseau qui s'appuie sur un pavage périodique, sur les arêtes d'un pavage périodique. Les pavages périodiques semi-réguliers ne peuvent pas être obtenus avec un seul type de tuile, éventuellement ils demandent 2 voire 3 tuiles. Par contre, ils peuvent être obtenus avec un seul type de barre, parce que toutes les longueurs sont identiques, et un seul type de nœud, parce qu'on a dit tous les nœuds sont identiques. Donc voilà que les propriétés constructives de régularité émergent, là aussi, d'entre pavages périodiques réguliers et semi-réguliers. Et on voit que finalement, entre les réguliers et les semi-réguliers, quand on veut construire un treillis, il n'y a pas beaucoup de différence parce que les nœuds sont tous les mêmes et les
les barres, les côtes sont toutes les mêmes. Ça, c'est vrai tant dans les pavages périodiques réguliers que dans les semi-réguliers. Là où les réguliers gagnent en régularité par rapport aux semi-réguliers, c'est lorsque on veut les composer par des tuiles. Les réguliers sont composés d'une seule tuile, les semi-réguliers de plusieurs tuiles différentes, mais un nombre limité toujours. Finalement, on a vu les groupes cristallographiques du plan dans lesquels on a relâché encore des règles. On se donnait comme seule limitation le fait de vouloir réaliser des isométries d'une même figure. Donc une seule figure, encore une fois, par contre, toute isométrie est possible. Et là, on a vu qu'on a 17 groupes cristallographiques qui se composent, alors qu'on a seulement 8 pavages périodiques semi-réguliers et 3 pavages périodiques réguliers. Bon, quand on abandonne la règle de la périodicité, on tombe sur les pavages apériodiques sur lesquels on ne peut pas dire grand-chose, mais on a vu qu'en fait on peut classer les pavages apériodiques en fonction de la manière dont la apériodicité est obtenue et distinguer ceux pour lesquels la apériodicité est obtenue par isométrie d'une même tuile et celles pour lesquelles ceci n'est pas vrai. Alors, lorsque ceci n'est pas vrai, nous sommes dans la généralité la plus absolue. Et lorsque ceci est vrai, nous sommes finalement dans un cas assez simple dans lequel la création d'une seule tuile et ses isométries nous permet de créer de la apériodicité. Et puis finalement, on a introduit le concept de quasi-périodicité avec l'idée des motifs. On a vu plusieurs manières de construire de la quasi-périodicité. Et au sein de ces différentes manières, une des plus remarquables, probablement les plus intéressantes d'un point de vue des applications potentielles pour ce qui nous concerne, et sont les méthodes de Penrose qui sont appuyées sur un certain nombre de résultats de ces mathématiciens et qui permet de produire des pavages quasi périodiques à partir d'un nombre très limité de tuiles, donc 5, 3, 2 tuiles seulement. Finalement, comme je vous disais, les pavages non euclidiens, il faut les interpréter simplement dans le sens de comprendre que la surface courbe à courbure gaussienne positive ou négative peut être mise en relation avec la surface du plan, comme la géométrie de l'espace non euclidien l'est avec celle de l'espace euclidien. Et avec cette propriété, cette analogie, on peut prendre tous les bagages de connaissances sur les pavages qu'on a acquis par rapport au pavage du plan et les transférer sur les surfaces courbes par les mêmes processus qui nous permettent de prendre un bagage de connaissances qui est propre de l'espace euclidien et les transférer sur les espaces non euclidiens. Ce bagage de connaissances passe du concept de droite parallèle et donc il suffit en quelque part, de quelque manière de respecter cette translation des concepts du parallélisme du plan à la sphère ou du plan à la selle afin de comprendre comment transformer un pavage périodique du plan ou quasi-périodique du plan en un pavage périodique ou quasi-périodique sur une surface courbe qui soit à courbure gaussienne positive comme la sphère ou négative comme la selle. Donc on verra cette histoire de pavage de surface courbe dans la prochaine séance. Et pour l'instant, je vous remercie de votre attention.